Le chevalier à l'armure rouillée. Chapitre 4. Le château du silence. Laissé à lui-même, le chevalier poussa la porte du château et glissa la tête à l'intérieur. Comme il avait les genoux un peu tremblants, son armure émettait un léger cliquetis métallique. Ne voulant pas avoir l'air d'une poule mouillée aux yeux d'un pigeon au cas où Rebecca aurait encore pu le voir, il prit son courage à deux mains et entra hardiment, en fermant la porte derrière lui. Pendant un moment, il regretta d'avoir laissé son épée, mais Merlin lui avait promis qu'il n'y aurait pas de dragon à tuer, et il lui faisait confiance. Il entra dans une immense salle et regarda autour de lui. Il ne vit qu'un feu dans une énorme cheminée en pierre creusée dans l'un des murs et 3 tapis sur le sol. Il s'assit sur celui qui était le plus près du feu. Très vite, il remarqua 2 choses étranges. Tout d'abord, il ne semblait pas y avoir de porte conduisant à une autre partie du château. Ensuite, il régnait un silence extraordinaire, surnaturel. Il eut un choc lorsqu'il s'aperçut que le feu ne crépitait même pas. Il avait cru que son propre château était silencieux, surtout dans les périodes où Juliette ne lui adressait pas la parole pendant plusieurs jours. Mais ce n'était pas du tout pareil qu'ici. Le château du silence porte bien son nom, pensa-t-il. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Tout d'un coup, il fut surpris par le son d'une voix familière derrière lui. « Bonjour, chevalier !» Ce dernier se retourna et, stupéfait, vit le roi s'approcher de lui depuis l'autre bout de la pièce. « Sire, dit-il, le souffle coupé, je ne vous avais même pas vu, que faites-vous ici ?»« La même chose que toi, chevalier, je cherche la porte. » Le chevalier regarda de nouveau autour de lui. « Je n'en vois aucune. »« On ne peut pas voir tant qu'on n'a pas compris, dit le roi. Quand tu auras compris ce qu'il y a dans cette pièce, tu verras la porte menant à la suivante. »« J'espère vraiment qu'il en est ainsi, dit le chevalier. Je suis surpris de vous voir ici. On m'avait dit que vous étiez parti en croisade. »« C'est le mot que j'emploie chaque fois que je pars sur le chemin de la vérité, expliqua le roi. Mes sujets comprennent mieux. » Le chevalier le regarda d'un air intrigué. « Tous les gens savent ce qu'est une croisade, dit le roi, mais très peu savent ce qu'est la vérité. »« C'est exact, reconnut le chevalier. Je ne serais d'ailleurs pas sur ce chemin si je n'étais pas prisonnier de cette armure. »« Nous sommes presque tous prisonniers d'une armure, déclara le roi. »« Que voulez-vous dire, sire ?» demanda le chevalier. « Nous dressons des barrières pour protéger ce que nous pensons être. Puis un jour, nous nous retrouvons coincés derrière ces barrières et n'arrivons plus à en sortir. »« Je n'aurais jamais cru que vous puissiez être coincé, sire, vous êtes si sage, dit le chevalier. » Le roi sourit d'un air désabusé. « J'ai suffisamment de sagesse pour me rendre compte que je suis coincé et revenir ici en apprendre davantage sur moi-même. » Le chevalier, croyant que le roi lui montrerait le chemin, reprenait courage. « Dites-moi, sire, dit-il en rougissant, nous pourrions peut-être traverser le château ensemble, ainsi nous serions moins seuls. » Le roi secoua la tête. « J'ai déjà essayé. Il est vrai que mes compagnons et moi, nous nous sentions moins seuls puisque nous parlions sans arrêt. Mais quand on parle, on n'arrive pas à trouver la sortie de cette pièce. »« Peut-être pourrions-nous simplement marcher ensemble, sans parler, suggéra le chevalier. Il n'avait pas très envie d'errer tout seul dans le château du silence. Le roi secoua de nouveau la tête, plus vigoureusement cette fois. « J'ai aussi essayé. Le vide était moins pénible, mais je ne voyais pas non plus la porte. » Le chevalier protesta. « Mais si nous ne parlions pas, être silencieux vaut mieux que de ne pas parler, dit le roi. Je me suis rendu compte que quand j'étais avec quelqu'un, je ne montrais que ma plus belle image. Je ne laissais pas tomber mes barrières et ne permettais ni à moi-même ni à l'autre de voir ce que j'essayais de cacher. »« Je ne saisis pas très bien, dit le chevalier. »« Cela viendra, répondit le roi, lorsque tu seras resté suffisamment longtemps ici. Il faut être seul pour déposer son armure. » Le chevalier était désespéré. « Je ne veux pas rester seul ici, s'exclama-t-il en frappant énergiquement le sol de son pied, qu'il posa par inadvertance sur le gros orteil du roi. Celui-ci, hurlant de douleur, claudiqua à travers la pièce. Le chevalier fut horrifié. Déjà le forgeron, maintenant le roi,
« Je suis désolé, sire, dit-il en guise d'excuse. » Le roi caressait doucement son gros orteil. « Oh, ce n'est rien, cette armure te fait plus de mal qu'elle ne m'en fait. » Puis, en se redressant, il regarda le chevalier d'un air entendu. « Je comprends que tu n'aies pas envie de rester seul dans ce château. Moi non plus, je n'en avais pas envie la première fois que je suis venue. Mais maintenant, je sais ce qu'on doit faire ici. On doit le faire seul. » Sur ces mots, il traversa la pièce en boitant, puis ajouta « Il faut que je m'en aille maintenant. » Perplexe, le chevalier lui demanda « Où allez-vous? La porte est là. » Cette porte n'est qu'une entrée. Celle qui permet de passer dans la pièce suivante est sur le mur d'en face. J'avais fini par la voir juste au moment où tu es entré, dit le roi. Que voulez-vous dire par j'avais fini par la voir? Vous oubliez donc d'une fois à l'autre où elle se situe? Demanda le chevalier tout en se posant des questions. Pourquoi le roi se compliquait-il la vie à revenir sans cesse dans ce château? On n'a jamais fini de parcourir le chemin de la vérité. Chaque fois que je viens ici, je découvre de nouvelles portes, au fur et à mesure que je comprends de nouvelles choses. Le roi lui fit un signe de la main. « Sois bon avec toi-même, ami. »« Attendez, s'il vous plaît, appela le chevalier. Le roi tourna la tête pour le regarder avec compassion. « Oui ?» Le chevalier savait qu'il ne pourrait infléchir la décision du roi. « Y a-t-il un conseil que vous puissiez me donner avant de partir ?» Le roi réfléchit un instant puis répondit « C'est là un nouveau genre de croisade pour toi, cher chevalier, une croisade qui demande davantage de courage que toutes les autres batailles que tu as livrées jusque-là. Si tu trouves la force de rester pour accomplir ce que tu dois faire ici, ce sera ta plus grande victoire. » Là-dessus, le roi se retourna, tendit la main comme pour ouvrir une porte, puis s'effaça dans le mur, laissant le chevalier qui n'en croyait pas ses yeux. Le chevalier se précipita à sa suite, espérant que de près il distinguerait lui aussi la porte. Comme il ne trouva qu'un mur apparemment bien solide, il entreprit le tour de la pièce. Tout ce qu'il entendait était le bruit de son armure résonnant à travers le château. Au bout d'un moment, il se sentit plus déprimé qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Pour se remonter le moral, il se mit à chanter des chants guerriers stimulants. « Je viendrai te chercher pour une croisade, chérie, et je suis chez moi partout où je suspends mon haume. » Il les chanta et les rechanta. Sa voix finit par se fatiguer. Le silence couvrit son chant et l'enveloppa d'un calme absolu, accablant. Au bout d'un moment, le chevalier dut s'avouer franchement une chose qu'il ignorait jusque-là. Il avait peur de la solitude. Il aperçut alors une porte dans le mur d'en face. Il bondit vers elle, l'ouvrit lentement et pénétra dans une autre pièce. Cette pièce ressemblait beaucoup à la précédente. Elle était un peu plus petite, mais tout aussi silencieuse. Pour tuer le temps, le chevalier commença à se parler à voix haute. Il dit tout ce qui lui passait par la tête. Il parla de son comportement quand il était petit, de ce en quoi il était différent des garçons qu'il connaissait. Pendant que les autres chassaient la caille et jouaient aux fléchettes, lui restait chez lui à lire. Comme à l'époque, les livres étaient copiés à la main par des moines, il y en avait peu. Il les eut bientôt tous lus. Il se mit alors à adresser avidement la parole à tous ceux qui passaient. Lorsqu'il ne trouvait personne à qui parler, il se parlait à lui-même, tout comme il le faisait maintenant. Il se surprit à dire que s'il avait tellement parlé toute sa vie, c'était pour ne pas se sentir seul. Il réfléchit longuement sur cette découverte, jusqu'à ce que le son de sa propre voix brisa le silence glacial. « Je crois que j'ai toujours eu peur de la solitude. » Au moment où il disait ces mots, une autre porte apparut. Il l'ouvrit et passa dans la pièce suivante. Elle était plus petite que la précédente. Il s'assit par terre et continua à réfléchir. Très vite, il prit conscience que, toute sa vie, il avait perdu son temps à parler de ce qu'il avait fait et de ce qu'il allait faire. Il n'avait jamais apprécié un événement au moment même où il survenait. Une nouvelle porte apparut alors. Elle conduisait à une pièce encore plus petite que les autres. Encouragé par ce progrès, le chevalier fit une chose qu'il n'avait encore jamais faite. Il resta assis calmement à écouter le silence. Il
s'aperçut que durant la majeure partie de sa vie, il n'avait jamais vraiment écouté quelqu'un ou quelque chose. Le bruissement du vent, le crépitement de la pluie et le chant de l'eau courant dans les ruisseaux avaient sans doute toujours été là, mais il ne les avait jamais réellement entendus. Il n'avait pas non plus entendu Juliette quand elle essayait de lui dire comment elle se sentait, surtout quand elle était triste. Il repensa aussi au chevalier qu'il avait été. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles il avait commencé à garder son armure en permanence sur lui était que celle-ci étouffait le son de la voix triste de Juliette. Pour ne plus l'entendre, il lui suffisait de baisser sa visière. Juliette avait dû se sentir très seule, à parler avec un homme enfermé dans une boîte d'acier, aussi seul qu'il se sentait seul maintenant, assis dans cette pièce qui ressemblait à une tombe. Sa propre souffrance, sa propre solitude le submergèrent. Bientôt il ressentit aussi la souffrance et la solitude de Juliette. Pendant des années, il l'avait forcé à vivre dans un château de silence. Il éclata en sanglots. Il pleura si longtemps que ses larmes débordèrent par les trous de sa visière et mouillèrent le tapis sur lequel il était assis. Elles coulèrent vers la cheminée et éteignirent le feu. La pièce tout entière finit par être inondée et le chevalier aurait failli se noyer si une autre porte n'était apparue dans le mur juste à ce moment-là. Bien qu'épuisé par le déluge, il traversa l'eau pour aller jusqu'à la porte et se retrouva dans une pièce guère plus grande que la stalle qui abritait autrefois son cheval. Je me demande pourquoi ces pièces sont de plus en plus petites, se demanda-t-il à haute voix. Une voix répondit « Parce que tu es de plus en plus proche de toi-même. » Stupéfait, le chevalier regarda autour de lui. Il était seul, ou du moins l'avait-il cru. Qui avait parlé ? « Toi, dit la voix en réponse à sa pensée. La voix semblait venir de l'intérieur de lui-même. Était-ce possible ? Oui, c'est possible, répondit la voix. Je suis le véritable toi. Mais je suis le véritable moi, protesta le chevalier. Regarde-toi, dit la voix avec une nuance de dégoût, assis là, à moitié mort de faim, enfermé dans ce tas de ferraille avec une visière rouillée et une barbe trempée. Si tu es le véritable toi, c'est que nous sommes tous les deux dans une sale situation. Mais enfin, dit le chevalier, pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais entendu prononcer le moindre mot. Maintenant que je t'entends, la première chose que tu me dis est que tu es le véritable moi. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ? Je suis là depuis des années, répliqua la voix, mais c'est la première fois que tu es assez silencieux pour m'entendre. Le chevalier était incrédule. Si tu es le véritable moi, alors je te prie de me dire qui je suis. La voix répondit doucement. Tu ne peux pas espérer tout apprendre à la fois. Pourquoi ne ferais-tu pas un petit somme ? D'accord, dit le chevalier, mais avant, je veux savoir comment t'appeler. M'appeler ? Demanda la voix surprise. Mais je suis toi. Je ne peux pas t'appeler moi, ça me dérange. D'accord, appelle-moi Sam. Pourquoi Sam ? Demanda le chevalier. Pourquoi pas ? Fut la réponse. Tu dois connaître Merlin, dit le chevalier. Sa tête commença à s'incliner, puis ses yeux se fermèrent et il tomba dans un profond et paisible sommeil. À son réveil, il ne savait où il se trouvait. Il était seulement conscient de lui-même. Le reste du monde semblait avoir disparu. Lorsqu'il fut tout à fait réveillé, il s'aperçut qu'Écureuil et Rebecca étaient assis sur sa poitrine. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda-t-il. Écureuil se mit à rire. « Nous ne sommes pas là-bas. »« Tu es dehors » roucoula Rebecca. Le chevalier ouvrit plus grand les yeux et se mit en position assise. Il regarda autour de lui avec étonnement. C'était vrai, il était couché sur le chemin de la vérité de l'autre côté du château du silence. « Comment suis-je sorti de là ?» demanda-t-il. Rebecca répondit « Par la seule issue possible. Tu as pensé ta sortie. » La dernière chose dont je me souvienne, dit le chevalier, est que j'étais en train de parler à... Il s'arrêta. Il voulait parler de Sam à Écureuil et à Rebecca, mais ce n'était pas facile à expliquer. De plus, il avait peut-être imaginé toute l'histoire. Il avait besoin de réfléchir.
Levant le bras pour se gratter la tête, il mit un bon moment avant de s'apercevoir qu'il était en train de se gratter réellement la tête. Il porta ses deux mains gantées de fer à sa tête. Son aume était tombé. Il toucha son visage et sa longue barbe détrempée. « Écureuil, Rebecca !» cria-t-il. « Nous savons, dirent-ils en chœur joyeusement, tu as sans doute encore pleuré dans le château du silence. » C'est exact, répondit le chevalier, mais comment un homme entier peut-il rouiller en une nuit? Les animaux éclatèrent de rire. Rebecca battait des ailes sur le sol. Le chevalier crut qu'elle avait perdu la tête. Il leur demanda ce qu'il trouvait si drôle. Écureuil fut le premier à reprendre son souffle. « Tu n'es pas resté dans le château une seule nuit? Alors combien de temps? Que dirais-tu si je t'annonçais? Tu y es resté si longtemps que j'aurais pu ramasser facilement plus de 5000 noisettes. Je dirais que vous êtes fou. Tu es resté dans le château très très longtemps, affirma Rebecca. Le chevalier resta bouche bée d'incrédulité. Il regarda le ciel et d'une voix tonnante dit « Merlin, j'ai à vous parler !» Comme il l'avait promis, le magicien apparut. Il était nu, hormis sa longue barbe, et tout dégoulinant. Apparemment, le chevalier l'avait surpris dans son bain. « Désolé d'être importun, dit le chevalier, mais c'est une urgence. »« Pas de problème, dit Merlin, l'interrompant, les magiciens sont souvent dérangés. » Il secoua l'eau de sa barbe. « Pour répondre à ta question, c'est exact, tu es resté très longtemps dans le château du silence. » Merlin ne manquait jamais de surprendre le chevalier. « Comment savez-vous que je comptais vous poser cette question ? Je me connais, donc je te connais, nous faisons partie l'un de l'autre. » Le chevalier réfléchit un instant. « Je commence à comprendre, c'est parce que je suis une partie de Juliette que je ressentais sa souffrance. »« Oui, répondit Merlin, c'est pourquoi tu pouvais pleurer pour elle aussi bien que pour toi. » C'était la première fois que tu versais des larmes pour quelqu'un d'autre. Le chevalier dit à Merlin qu'il en était fier. Le magicien sourit avec indulgence. La fierté d'être humain n'a aucun sens. C'est comme si Rebecca était fière de voler. Rebecca est née avec des ailes. Tu es né avec un cœur et désormais tu l'utilises comme tu étais destiné à le faire. Vous savez vous y prendre pour abattre le moral, Merlin, dit le chevalier. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec toi, tu t'en sors très bien, sinon tu n'aurais jamais rencontré Sam. Le chevalier se sentit soulagé. Alors, je l'ai vraiment entendu? Ce n'était pas que mon imagination? Merlin eut un petit rire étouffé. Non, Sam est réel, c'est un moi plus réel que celui que tu as appelé je durant toutes ces années. Tu n'es pas en train de devenir fou, tu commences simplement à entendre ton véritable moi. C'est la raison pour laquelle le temps est passé si vite sans que tu t'en aperçoives. Je ne comprends pas, dit le chevalier. Tu comprendras au moment où tu traverseras le château de la connaissance. Là-dessus, Merlin disparut avant que le chevalier ait pu poser d'autres questions. Chapitre 5. Le château de la connaissance. Le chevalier, Écureuil et Rebecca reprirent leur marche sur le chemin de la vérité en direction du château de la connaissance. Ils ne s'arrêtèrent que 2 fois ce jour-là, une pour manger, l'autre pour que le chevalier rase sa barbe hirsute et coupe ses longs cheveux avec le bord tranchant de son gantelet. Cela fait, il eut bien meilleure allure et se sentit beaucoup mieux, avec une impression de liberté qu'il n'avait jamais connue. Débarrassé de son aume, il pouvait manger des noisettes sans l'aide d'Écureuil. Il avait apprécié ces techniques de survie, mais ne la trouvait quand même pas vraiment agréable. Il pouvait aussi se nourrir lui-même des baies et des racines auxquelles il s'était accoutumé. Il avait décidé de ne plus jamais manger ni de pigeons, ni de volailles, ni de viande, parce qu'il aurait eu l'impression, s'il le faisait, d'avoir des amis pour dîner. Juste avant la tombée de la nuit, le trio, qui arrivait péniblement au sommet d'une colline, aperçut dans le lointain le château de la connaissance. Celui-ci était plus imposant que le château du silence. Ses portes étaient en or massif.
C'était le plus grand château que le chevalier eût jamais vu, encore plus grand que celui que le roi s'était fait construire. En contemplant l'impressionnant édifice, le chevalier se demanda qui pouvait bien en être l'architecte. À l'instant même, ses pensées furent interrompues par la voix de Sam. L'architecte du château de la connaissance est l'univers lui-même, la source de toute connaissance. Le chevalier fut surpris mais heureux d'entendre de nouveau Sam. « Je suis content que tu sois revenu, lui dit-il. « En réalité, je ne suis jamais parti, répliqua Sam. « Souviens-toi que je suis toi. » « S'il te plaît, ne recommençons pas cette histoire. Comment me trouves-tu maintenant que je me suis rasé et coupé les cheveux ? » « Pour une fois que tu ne coupes pas les cheveux en 4 heures, répondit Sam. Le chevalier rit de la plaisanterie de Sam. Il aimait son sens de l'humour. Si le château de la connaissance était de la même veine que le château du silence, il apprécierait certainement sa compagnie. Le chevalier, Écureuil et Rebecca traversèrent le pont-levis, franchissant le fossé et s'arrêtèrent devant la porte d'or. Le chevalier prit la clé accrochée à son cou et l'introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte, il demanda à Rebecca et Écureuil s'ils allaient le laisser seul comme la fois précédente. « Non, répondit Rebecca, le silence est pour un seul, la connaissance pour tous. » Le chevalier se demanda pourquoi le mot « pigeon » était utilisé pour désigner une personne crédule. Tous trois passèrent la porte et se retrouvèrent dans une obscurité si dense que le chevalier ne distinguait même pas sa propre main. Il chercha à tâtons les torches habituellement placées près de la porte pour éclairer le chemin, mais il n'y en avait aucune. Un château avec une porte en or et pas de torches ? Même les châteaux les plus pauvres de la région ont des torches, grommela-t-il quand Écureuil l'appela. Après s'être dirigé à tâtons jusqu'à lui, il vit qu'il indiquait une inscription inscrite sur le mur en lettres brillantes. Il lut « La connaissance est la lumière qui permet de trouver son chemin. » « J'aimerais mieux une torche, pensa le chevalier, mais le maître de ce château est très fort pour faire baisser les factures d'éclairage. » Sam prit la parole. « Cela signifie que plus on sait, plus il fait clair. »« Sam, je parie que tu as raison, » s'exclama le chevalier, et une faible lueur glissa dans la pièce. À ce moment-là, Écureuil appela de nouveau le chevalier, lui demandant de le rejoindre. Il avait trouvé une autre inscription gravée sur le mur qui disait « Aurais-tu confondu besoin et amour ?» Encore troublé, le chevalier marmonna. « Je suppose que je dois trouver la réponse pour avoir davantage de lumière. »« Tu comprends vite, » dit Sam, auquel le chevalier répondit en grognant. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Ce que je veux, c'est trouver le moyen de traverser rapidement ce château pour parvenir au sommet de la montagne. Ce qu'il te faut apprendre ici, c'est peut-être que tu as tout ton temps, suggéra Rebecca. Le chevalier, n'étant pas d'humeur réceptive, ne voulut pas écouter cette philosophie. Un moment, il envisagea de plonger dans l'obscurité du château et d'essayer de s'en tirer ainsi. Mais les ténèbres n'étaient guère engageantes et sans son épée, il avait peur. Apparemment, il n'avait donc pas le choix, sinon de comprendre le sens de l'inscription. Il soupira et s'assit en face d'elle. Il la relut. « Aurais-tu confondu besoin et amour ?» Le chevalier était certain d'aimer Juliette et Christophe, tout en étant obligé de reconnaître qu'il aimait davantage Juliette avant qu'elle ne se mette à se coucher sous les tonneaux de vin pour en vider leur contenu. Samedi, oui, tu aimais Juliette et Christophe, mais n'avais-tu pas également besoin d'eux ? Je suppose que oui, reconnut le chevalier. Il avait eu besoin de toute la beauté que Juliette, par son esprit vif et ses belles poésies, ajoutait à sa vie. Il avait aussi eu besoin de ses gentillesses, comme les invitations qu'elle avait adressées pour lui redonner courage alors qu'il s'était retrouvé coincé dans son armure. Il songea au moment où, ses affaires tournant au ralenti, il n'avait pu se permettre d'acheter de nouveaux vêtements ou d'employer des servantes. Juliette avait confectionné de jolis habits pour toute la famille et préparé de délicieux repas pour le chevalier et ses amis. Il pensa qu'elle tenait le château très propre. Il faut dire qu'il lui avait donné de nombreux châteaux à tenir propres. Souvent, quand il était revenu, ruiné d'une croisade, il avait dû déménager pour en prendre un moins cher. Il avait laissé Juliette assurer seule la plupart des déménagements.
préférant se rendre à quelques tournois. Il se souvint de sa lassitude lorsqu'elle transportait leurs biens de château en château et de sa tristesse quand elle n'avait plus réussi à le toucher à cause de son armure. « N'est-ce pas à ce moment-là qu'elle a commencé à se coucher sous les tonneaux de vin ?» demanda Sam d'une voix douce. Le chevalier acquiesça et les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Puis une terrible pensée lui vint à l'esprit. Il n'avait pas voulu se condamner pour ce qu'il avait fait. Il avait préféré condamner Juliette pour tout le vin qu'elle buvait. Au fond, il avait besoin qu'elle boive pour pouvoir dire que tout était de sa faute, y compris le fait qu'il était coincé dans son armure. Alors qu'il prenait conscience de sa mauvaise conduite envers Juliette, les larmes se mirent à couler sur son visage. Oui, il avait davantage eu besoin d'elle que ce qu'il l'avait aimée. Il aurait préféré l'avoir aimée davantage et avoir eu moins besoin d'elle, mais il ne savait pas comment. En continuant à pleurer, il s'aperçut qu'il avait également eu besoin de Christophe, plus qu'il ne l'avait aimé. Un chevalier a besoin d'un fils qui puisse aller se battre en son nom lorsqu'il vieillit. Cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Christophe, car il aimait la beauté blonde de son fils. Il aimait l'entendre dire « Je t'aime, papa », mais ces choses qu'il aimait chez Christophe avaient créé un besoin en lui. En un flash éblouissant, une pensée jaillit à l'esprit du chevalier. Il avait eu besoin de l'amour de Juliette et de Christophe parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il avait eu besoin de l'amour de toutes ces demoiselles qu'il avait sauvées du dragon et de tous les gens pour lesquels il s'était battu dans les croisades parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il pleura encore plus amèrement en se rendant compte qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il ne pouvait que... S'il ne s'aimait pas lui-même, il ne pouvait pas aimer les autres, car le besoin qu'il avait d'eux se mettrait toujours en travers. Au moment où cette idée s'imposa à lui, une brillante lumière apparut tout autour de lui, là où auparavant régnait l'obscurité. Une main douce toucha son épaule. Levant les yeux à travers ses larmes, il vit Merlin lui sourire. « Tu as découvert une grande vérité, dit le magicien au chevalier. Tu ne peux aimer les autres que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. »« Mais comment puis-je m'aimer moi-même » demanda le chevalier. « Tu viens juste de commencer, en sachant ce que tu sais, dit Merlin. »« Je sais que je suis un imbécile, dit le chevalier en sanglotant. »« Non, tu connais la vérité, et la vérité est amour. » Cette phrase réconforta le chevalier qui cessa de pleurer. Quand ses yeux furent secs, il remarqua la lumière qui l'entourait. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle semblait venir de nulle part et en même temps de partout. Merlin fit écho à la pensée du chevalier. Il n'y a rien de plus beau que la lumière de la connaissance de soi. Le chevalier regarda la lumière autour de lui, puis l'obscurité plus loin. « Pour vous, il n'y a pas d'obscurité dans ce château, n'est-ce pas ?»« Non, répondit Merlin, il n'y en a plus. » Encouragé, le chevalier se remit sur ses pieds, prêt à continuer. Il remercia Merlin de s'être montré sans qu'il l'ait appelé. « C'est très bien, dit le magicien, on ne sait pas toujours à quel moment il faut demander de l'aide. » En disant ces mots, il disparut. Comme le chevalier allait se remettre en route, Rebecca vola hors de l'obscurité qui était devant lui. « Oh, dit-elle tout excitée, j'ai quelque chose à te montrer. » Le chevalier n'avait jamais vu Rebecca aussi agitée. Elle, qui était généralement très calme, sautillait sur son épaule et se contenait à grande peine. Elle conduisit le chevalier écureuil devant un grand miroir. C'est là !» Elle pépiait à tue-tête et ses yeux brillaient d'enthousiasme. Le chevalier fut déçu. « Ce n'est qu'un vieux miroir minable, dit-il avec impatience. Allons, continuons. »« Ce n'est pas un miroir ordinaire, insista Rebecca. Il ne montre pas ce dont on a l'air. Il montre ce que l'on est réellement. » Le chevalier fut intrigué, mais pas très enthousiaste. Il ne s'était jamais soucié des miroirs, parce qu'il ne s'était jamais trouvé beau. Mais Rebecca insistait tellement qu'à contre-cœur, il se planta devant la glace. À sa grande surprise, au lieu d'un homme grand avec des yeux tristes et un long nez engoncé jusqu'au cou dans une armure, il vit un individu charmant et vivant dont les yeux brillaient de compassion et d'amour. « Qui est-ce » demanda-t-il. Écureuil répondit
c'est toi. Ce miroir est un menteur, dit le chevalier, je ne suis pas comme ça. Tu es en train de voir le véritable toi, expliqua Sam, celui qui vit sous ton armure. Mais, protesta le chevalier, regardant le miroir de plus près, cet homme est un spécimen parfait. Son visage reflète la beauté et l'innocence. C'est là ton potentiel, répondit Sam. Beauté, innocence et perfection. Si c'est là mon potentiel, dit le chevalier, il s'est passé quelque chose de terrible qui m'a empêché d'arriver jusqu'à lui. Oui, répondit Sam, tu as mis une armure invisible entre toi et tes véritables sentiments. Et elle est là depuis si longtemps qu'elle est devenue visible et permanente. Il est bien possible que j'aie caché mes sentiments, reconnut le chevalier, mais je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, ni faire tout ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'aurait aimé. En disant ces mots, le chevalier s'arrêta net. Il venait de prendre conscience qu'il s'était conduit toute sa vie de façon à être aimé des autres. Il pensa aux croisades auxquelles il avait participé, aux dragons qu'il avait tués, aux demoiselles qu'il avait sauvées de la détresse, tout cela pour prouver qu'il était bon, gentil et plein d'amour. En vérité, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était bon, gentil et plein d'amour. « Nom d'un javelot sauteur !» s'exclama-t-il, « j'ai gâché ma vie !» Non, dit Sam aussitôt, tu ne l'as pas gâché, il t'a simplement fallu du temps pour apprendre ce que tu viens d'apprendre. J'ai encore envie de pleurer, dit le chevalier. Là oui, tu perdrais ton temps, affirma Sam. Il se mit à chanter cette petite mélodie. Les larmes de l'apitoiement sur soi-même finissent en dégoût pour sûr. Ce ne sont pas celles-là qui feront rouiller une armure. Le chevalier n'était pas d'humeur à apprécier la chanson ou l'humour de Sam. « Arrête avec ces vers assommants ou je te mets dehors » hurla-t-il. « Tu ne peux pas me mettre dehors » gloussa Sam. « Je suis toi, aurais-tu oublié ?» À cet instant, le chevalier se serait volontiers tiré un coup de fusil pour se débarrasser de Sam, mais heureusement les fusils n'avaient pas encore été inventés. Il ne voyait aucun moyen de lui échapper. Il regarda de nouveau dans le miroir qui lui renvoyait gentillesse, amour, compassion, intelligence et altruisme. Il comprit que tout ce qu'il avait à faire pour disposer de ces qualités était de les récupérer, car elles étaient siennes depuis toujours. À cette pensée, la magnifique lumière brilla de nouveau, plus claire encore qu'auparavant, et illuminait toute la pièce, révélant à la surprise du chevalier que le château n'avait qu'une seule salle gigantesque. « C'est le plan typique d'un château de la connaissance, dit Sam. La véritable connaissance n'est pas compartimentée parce qu'elle provient entièrement d'une vérité unique. » Le chevalier hocha la tête en signe d'assentiment. Au moment où il allait partir, Écureuil arriva en courant. Le château a une cour avec un grand pommier au milieu. « Oh, montre-moi » dit le chevalier avec empressement, car il commençait à être affamé. Avec Rebecca, il suivit Écureuil dans la cour. Les branches robustes du grand arbre pliaient sous les poids des pommes les plus rouges, les plus brillantes que le chevalier eût jamais vues. « Comment trouves-tu ces pommes » dit Sam d'un ton sarcastique. Le chevalier se surprit à rire tout bas. Puis il remarqua une inscription sculptée sur une dalle de pierre à côté de l'arbre. « Pour ces fruits, je n'impose aucune condition, mais il te faut apprendre sur l'ambition. » Le chevalier réfléchit sur cette sentence, mais très franchement, il n'avait aucune idée de ce qu'elle signifiait. Finalement, il décida de l'oublier. « Si tu fais ça, nous ne sortirons jamais d'ici, » dit Sam avec fermeté. Le chevalier soupira, cueillit une pomme, puis s'assit sous l'arbre avec Rebecca et Écureuil. « Comprenez-vous celle-là » leur demanda-t-il. Écureuil fit non de la tête. Le chevalier regarda Rebecca, qui fit également non de la tête. « Mais je sais, dit-elle d'un air pensif, que je n'ai aucune ambition. »« Moi non plus, intervint Écureuil, et je parie que cet arbre n'en a pas non plus. »« Il a compris, dit Rebecca, l'arbre est comme nous, il n'a pas d'ambition. Peut-être n'en a-t-on nullement besoin. »« C'est vrai pour les arbres et les animaux, dit le chevalier, mais comment serait un homme sans ambition ?»« Heureux, fit entendre Sam. Non, je ne crois pas. Vous avez tous raison, dit une voix familière.
Se retournant, le chevalier vit Merlin derrière lui et les animaux. Le magicien, vêtu de sa longue robe blanche, portait un luth. « J'étais prêt à vous appeler, dit le chevalier. « Je sais, répondit le magicien, tout le monde a besoin d'aide pour comprendre un arbre. Les arbres sont contents d'être des arbres, tout comme Rebecca et Écureuil sont contents d'être ce qu'ils sont. » « Mais les êtres humains sont différents, protesta le chevalier. Ils ont un esprit. » « Nous aussi, nous avons un esprit, déclara Écureuil quelque peu vexé. « Désolé, la différence, c'est que les êtres humains ont un esprit très compliqué qui les pousse à vouloir devenir meilleurs, expliqua le chevalier. « Meilleurs que quoi ?» demanda Merlin, jouant nonchalamment quelques notes sur son luth. « Meilleurs que ce qu'ils sont, répondit le chevalier. Ils naissent beaux, innocents et parfaits. En quoi pourraient-ils être meilleurs demanda Merlin. Je veux dire qu'ils veulent être meilleurs que ce qu'ils croient être et meilleurs que les autres. Vous savez, j'ai toujours voulu être le meilleur chevalier du royaume. » « Ah oui, dit Merlin, ton esprit compliqué a de l'ambition, et à cause de cette ambition, tu as voulu prouver que tu étais meilleur que les autres chevaliers. »« Qui a-t-il de mal là-dedans » demanda le chevalier sur la défensive. « Comment pourrais-tu être meilleur que les autres chevaliers puisque vous êtes tous nés beaux, innocents et parfaits ?» « J'étais heureux d'essayer, répliqua le chevalier. « Vraiment ? Ou bien étais-tu tellement occupé à essayer de devenir que tu ne pouvais apprécier d'être ?»« Vous mélangez tout, grommela le chevalier. Les gens ont besoin d'ambition. Ils veulent être intelligents, avoir de beaux chevaux et pouvoir échanger leur cheval de l'année passée contre un nouveau. Ils veulent avancer. Maintenant, tu dis que l'homme a envie d'être riche, mais si quelqu'un est gentil, plein d'amour, compatissant, intelligent et altruiste, en quoi pourrait-il être plus riche ? » « Ces richesses ne permettent pas d'acheter des châteaux et des chevaux, objecta le chevalier. « C'est exact, dit Merlin avec un sourire, mais il n'y a pas qu'une seule sorte de richesse, tout comme il n'y a pas qu'une seule sorte d'ambition. Il me semble que l'ambition est l'ambition, que vous vouliez avancer ou non. »« Il y a autre chose, répondit le magicien. L'ambition qui vient de l'esprit peut procurer de beaux châteaux et de beaux chevaux. Seule l'ambition qui vient du cœur peut aussi apporter le bonheur. » « Qu'est-ce que l'ambition qui vient du cœur » demanda le chevalier. « L'ambition venue du cœur est pure. Elle n'entre en compétition avec personne et ne fait de tort à personne. Elle est au service d'un être humain bien précis en même temps qu'au service de tous. »« Comment ?» demanda le chevalier, effectuant de grands efforts pour comprendre. Merlin expliqua. « C'est là ce que nous pouvons apprendre de ce pommier. Il est beau, épanoui et porte de bons fruits qu'il donne librement à tous. Plus les gens cueillent des pommes, plus l'arbre pousse et plus il est beau. Il fait exactement ce que les pommiers sont supposés faire. Il réalise son potentiel au bénéfice de tous. Il peut en être de même avec les êtres humains quand leur ambition vient du cœur. » « Mais, objecta le chevalier, si je reste assis toute la journée à distribuer gratuitement des pommes, je n'arriverai jamais à avoir un beau château et à remplacer mon vieux cheval. Comme la plupart des gens, tu veux avoir beaucoup de jolies choses, mais il est nécessaire de distinguer le besoin de l'envie. Allez dire cela à une femme qui réclame un château dans un quartier plus chic, rétorqua le chevalier. Une lueur d'amusement passa sur le visage de Merlin. Tu pourrais vendre une partie de tes pommes pour te payer un nouveau château et un nouveau cheval. Ensuite, tu distribuerais les pommes dont tu n'as pas besoin pour nourrir ceux qui ont faim. C'est plus facile pour les arbres que pour les humains dans ce monde, déclara le chevalier avec philosophie. Tout est une question de point de vue, dit Merlin. Tu reçois la même énergie vitale que l'arbre. Tu utilises la même eau, le même air et la même nourriture tirée de la terre. Je t'assure que si tu apprends ce que l'arbre peut t'enseigner, tu pourras aussi produire les fruits prévus pour toi par la nature et tu auras vite les chevaux et les châteaux que tu désires. Vous voulez dire que je pourrais avoir tout ce que je veux en me contentant de prendre racine et de rester dans ma cour, demanda le chevalier d'un ton railleur. Merlin rit. Les êtres humains ont été dotés de 2 pieds de façon à ne pas être obligés de rester toujours à la même place. Mais s'ils voulaient bien rester plus souvent tranquilles pour accepter et apprécier ce qu'ils ont, au lieu de toujours courir après quelque chose d'autre, ils comprendraient certainement l'ambition venue du cœur.
Le chevalier resta assis tranquillement, à méditer les paroles de Merlin. Il observa le pommier épanoui devant lui. De celui-ci, son regard passait à Écureuil, à Rebecca et à Merlin. Ni l'arbre ni les animaux n'avaient d'ambition, et celle de Merlin venait visiblement du cœur. Ils avaient tous l'air heureux et bien nourris. Tous étaient de beaux représentants de la vie. Puis il s'observa. Sa maigreur, sa barbe redevenue hirsute, il était mal nourri, nerveux et épuisé de traîner sa lourde armure. Tout cela, il l'avait acquis grâce à son ambition venue de l'esprit. Tout cela, il savait maintenant qu'il devait le changer. L'idée lui faisait peur, mais de toute façon, il avait déjà tout perdu. Que pouvait-il perdre de plus ? À partir de maintenant, mon ambition viendra du cœur, promit-il. Comme il prononçait ces mots, le château et Merlin disparurent. Il se retrouva sur le chemin de la vérité en compagnie de Rebecca et d'Écureuil. Le long du sentier, un ruisseau scintillait. Assoiffé, il s'agenouilla pour boire et remarqua avec surprise que l'armure qui recouvrait ses bras et ses jambes avait rouillé et était tombée. Sa barbe était de nouveau très longue. Assurément, le château de la connaissance, comme celui du silence, lui avait joué des tours avec le temps. Le chevalier médita sur ce singulier phénomène et comprit rapidement que Merlin avait raison. Il se rendit compte que le temps passe vite quand on s'écoute soi-même. Il se souvint combien il lui paraissait long, très long, quand il avait besoin d'autrui pour le remplir. Débarrassé de toute son armure, à l'exception de la cuirasse, le chevalier se sentait plus léger, plus jeune que jamais. Il s'aperçut également qu'il s'aimait davantage que dans le passé. D'un pas ferme, tel un jeune homme, il se mit en route pour le château de la volonté et de l'audace, avec Rebecca volant au-dessus de lui et Écureuil sautillant à ses pieds. Chapitre 6. Le château de la volonté et de l'audace. Le lendemain, au crépuscule, l'invraisemblable trio arriva au dernier château. Il était plus grand que les deux autres et ses murs paraissaient plus épais. Certain de traverser bientôt aussi celui-là, le chevalier s'engagea sur le pont-levis avec les animaux. Lorsqu'ils furent à mi-chemin, la porte s'ouvrit brusquement et il en sortit un dragon énorme, menaçant, crachant du feu, recouvert d'écailles vertes et brillantes. Stupéfait, le chevalier s'arrêta net. Il avait vu dans le temps un certain nombre de dragons, mais celui-ci les battait tous. Il était énorme, des flammes jaillissaient non seulement de sa bouche, mais aussi de ses yeux et de ses oreilles. Pour aggraver encore les choses, ces flammes bleues indiquaient un taux de butane élevé. Le chevalier tendit la main pour saisir son épée, mais sa main ne trouva que le vide. Il se mit à trembler. D'une voix rauque, méconnaissable, il appela Merlin pour lui demander de l'aide, mais à sa grande déception, le magicien ne se montra pas. « Pourquoi ne vient-il pas » demanda anxieusement le chevalier, effectuant un bond de côté pour éviter un jet de flamme bleue éructé par le monstre. « Je ne sais pas, répondit Écureuil, d'habitude on peut compter sur lui. » Rebecca, qui était assise sur une épaule du chevalier, dressa la tête et écouta. « D'après ce que j'entends, Merlin est à Paris à un congrès de magiciens. »« Il ne peut pas me laisser tomber maintenant, se dit le chevalier. Il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de dragon sur le chemin de la vérité. » Il parlait des dragons ordinaires, rugit le monstre d'une voix retentissante qui secoua les arbres et faillit faire tomber Rebecca de l'épaule du chevalier. La situation paraissait critique. Un dragon qui pouvait lire dans la tête des gens était certainement de la pire espèce, mais le chevalier se força à cesser de trembler. De la voix la plus forte et la plus sonore qu'il put, il hurla « Va-t'en de mon chemin, espèce d'énorme bec Bunsen !» La bête reniflant de colère cracha du feu dans toutes les directions, bien envoyé pour un petit froussard. Le chevalier, ne sachant qu'entreprendre, tenta de gagner du temps. « Que fais-tu dans le château de la volonté et de l'audace » demanda-t-il. « Quel meilleur endroit pourrais-je trouver pour vivre ? Je suis le dragon de la peur et du doute. » Le chevalier dut admettre qu'il était bien nommé. La peur et le doute étaient exactement ce qu'il ressentait. Le dragon rugit de nouveau. « Je suis là pour mettre à la porte ceux qui se croient trop malins et s'imaginent pouvoir écraser les autres simplement parce qu'ils ont traversé avec succès le château de la volonté et de l'audace. » Rebecca murmura à l'oreille du chevalier. «
Merlin a dit un jour que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. Le crois-tu ? Lui demanda le chevalier, toujours à voix basse. Oui, répondit Rebecca d'un ton convaincu. Alors occupe-toi de ce joyeux lanceur de flammes. Le chevalier fit demi-tour et battit rapidement en retraite, de l'autre côté du pont-levis. Oh oh oh, dit le dragon en riant, il s'en fallut de peu que son dernier oh ne mette le feu aux choses du chevalier. Abandonnerais-tu après être allé si loin demanda Écureuil, tandis que le chevalier se brossait le postérieur afin de faire tomber les étincelles. Je ne sais pas, répondit le chevalier, je me suis habitué à certains petits luxes tels que la vie. Sam intervint. Comment espères-tu vivre en ta propre compagnie si tu n'as ni la volonté ni l'audace de mettre à l'épreuve ta connaissance de toi-même ? Crois-tu, toi aussi, que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute ? Demanda le chevalier. Certainement, la connaissance de soi est la vérité. Or, tu le sais, il a été dit que la vérité est plus puissante que le glaive. Je le sais, mais quelqu'un l'a-t-il jamais prouvé et vécu ? Ergota le chevalier. À peine eut-il prononcé ces mots que ce qu'il venait d'apprendre lui revint en mémoire. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était né bon, gentil et plein d'amour. Il n'avait donc aucune raison d'être en proie à la peur et au doute. Le dragon n'était qu'une illusion. Le chevalier regarda de l'autre côté du pont-levis. Le monstre grattait le sol et mettait le feu à quelques buissons voisins. Sans doute en guise d'entraînement. Avec l'idée que le dragon n'existait que dans la mesure où il croyait à son existence, le chevalier prit une profonde inspiration et retraversa lentement le pont-levis. Le dragon, bien évidemment, vint de nouveau à sa rencontre, en reniflant de colère et crachant du feu. Cette fois, le chevalier continua à avancer, mais son courage se mit bien vite à fondre, tout comme sa barbe à la chaleur des flammes. Avec un cri d'angoisse, il fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes. Le dragon partit d'un puissant éclat de rire et lança un flot de flammes qui marquèrent au fer rouge le chevalier battant en retraite. Avec un hurlement de douleur, celui-ci traversa en courant le pont-levis, Écureuil et Rebecca sur les talons. Repérant un ruisseau, il y précipita son postérieur roussi dans l'eau froide. Les flammes s'éteignirent dans un sifflement. Écureuil et Rebecca, depuis la rive, tentaient de le réconforter. « Tu as été très courageux, dit Écureuil. »« Pas trop mal pour un premier essai, ajouta Rebecca. Stupéfait, le chevalier leva les yeux de l'endroit où il était assis. « Que veux-tu dire par premier essai ?» Écureuil expliqua d'un ton prosaïque. « Tu feras mieux quand tu y retourneras. » Le chevalier furieux répéta. « Tu y retourneras. »« Souviens-toi, le dragon n'était qu'une illusion, dit Rebecca. »« Et le feu sortant de sa gueule, c'était aussi une illusion ?»« Exactement, répondit Rebecca. Le feu était aussi une illusion. »« Alors pourquoi suis-je assis dans ce ruisseau avec les fesses brûlées ?» demanda le chevalier. « Parce que tu as rendu le feu réel en croyant que le dragon était réel, expliqua Rebecca. Si tu crois que le dragon de la peur et du doute est réel, tu lui donnes le pouvoir de te brûler les fesses ou n'importe quoi d'autre, dit Écureuil. Ils ont raison, ajouta Sam. Il faut que tu y retournes et que tu affrontes le dragon une bonne fois pour toutes. Le chevalier eut l'impression d'être mis au pied du mur. Ils étaient à 3 contre 1. Plutôt, ils étaient 2,5 contre 1,5. Car Sam, une moitié de lui, était d'accord avec Écureuil et Rebecca, tandis que l'autre moitié de lui voulait rester dans le ruisseau. Comme il luttait contre son courage fléchissant, il entendit Sam dire « Dieu a donné le courage à l'homme, le courage donne Dieu à l'homme. Je suis fatigué de chercher le sens des choses, je préférerais rester assis là dans le ruisseau à me détendre. » Réfléchis bien, l'encouragea Sam. Si tu affrontes le dragon, tu risques de te faire tuer, mais si tu ne l'affrontes pas, tu es certain de te faire tuer. C'est facile de prendre une décision quand il n'y a vraiment aucune autre alternative, dit le chevalier. À contre-cœur, il se remit péniblement debout, prit une profonde inspiration et une fois de plus s'engagea sur le pont-levis. Le dragon le regarda d'un air incrédule. Le gars devait être têtu. De retour, renifla-t-il, cette fois je vais te brûler pour de bon. Mais c'était un autre chevalier qui s'avançait maintenant vers le dragon, un chevalier qui se répétait en chantant. La peur et le doute sont des illusions.
Le dragon le bombarda de flammes gigantesques, crépitantes, encore et encore, mais bien qu'il fit les plus grands efforts, il ne parvint pas à le brûler. Le chevalier continua à avancer, et le dragon devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus grand qu'une grenouille. Ses flammes s'éteignirent. Il se mit à cracher de petites graines sur le chevalier, mais ces graines, les graines du doute, n'arrêtèrent pas non plus ce dernier qui continuait d'avancer d'un air décidé. Le dragon devint encore plus petit. « J'ai gagné !» s'écria le chevalier victorieusement. Le dragon pouvait à peine parler. « Pour cette fois peut-être, mais je reviendrai sans cesse me mettre en travers de ton chemin. » Là-dessus, il disparut dans un nuage de fumée bleue. « Reviens quand tu veux, lui cria le chevalier. De chacune de nos rencontres, je sortirai plus fort et toi plus faible. » Rebecca s'envola et atterrit sur l'épaule du chevalier. « Tu vois, j'avais raison. La connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. »« Si tu le croyais vraiment, pourquoi ne l'as-tu pas affronté avec moi ?» demanda le chevalier, qui ne se sentait plus inférieur à son ami à plumes. Rebecca ébouriffa ses plumes. « Je ne voulais pas intervenir, c'est ton voyage. » Amusé, le chevalier tendit la main vers la porte du château, mais le château de la volonté de l'audace avait disparu. Sam expliqua. « Tu n'as pas besoin d'apprendre la volonté et l'audace puisque tu viens d'en faire la preuve. » Le chevalier retira la main, riant d'une joie pure. Il voyait le sommet de la montagne. Le chemin lui sembla beaucoup plus raide qu'il ne l'avait été jusque-là, mais cela lui importait peu. Il savait que désormais, plus rien ne l'arrêterait. Chapitre 7. Le pic de la vérité. Un pied après l'autre, une main après l'autre, le chevalier escaladait, les doigts écorchés à force de s'agripper sur des rochers coupants. Tout près du sommet, il buta sur un immense bloc de pierre qui lui barrait le chemin et qui portait, il n'en fut guère surpris, une inscription gravée. Dans cet univers, je ne suis propriétaire de rien. Je ne possède pas la moindre chose, car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Le chevalier était trop épuisé pour franchir ce dernier obstacle. Il lui semblait impossible de déchiffrer l'inscription tout en continuant son escalade, mais il savait qu'il lui fallait essayer. Écureuil et Rebecca furent tentés de lui offrir leur sympathie, mais s'en retinrent aussitôt, sachant que la sympathie peut affaiblir un être humain. Le chevalier prit une profonde inspiration, ce qui parfois lui éclaircissait les idées. Puis il lut la dernière partie de l'inscription à voix haute. « Car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. » Le chevalier réfléchit à certains de ces connus auxquels il s'était accroché toute sa vie. Il y avait son identité, ce qu'il pensait être et ce qu'il pensait ne pas être. Il y avait ses croyances, les choses qu'il croyait vraies et celles qu'il croyait fausses. Et il y avait ses jugements, les choses qu'il tenait pour bonnes et celles qu'il tenait pour mauvaises. Il regarda le rocher, et une horrible pensée lui vint à l'esprit. Le rocher qu'il escaladait pour sauver sa chère vie appartenait lui aussi au connu. L'inscription signifiait-elle qu'il devait tout lâcher et se laisser tomber dans les abysses de l'inconnu ? « Tu as bien compris, chevalier, dit Sam, tu dois tout lâcher. »« Que cherches-tu à faire ? À nous tuer tous les deux ?» hurla le chevalier. « En réalité, nous sommes déjà en train de mourir, dit Sam. Regarde-toi, tu es si maigre qu'on pourrait te glisser sous une porte et tu es rempli de tension et de peur. »« J'ai un peu moins peur que d'habitude, objecta le chevalier. »« Dans ce cas, lâche tout et aie confiance, dit Sam. »« Confiance en qui ? Retorqua le chevalier vivement. Il ne voulait plus de la philosophie de Sam. « Pas de qui, répondit Sam. Ce n'est pas un qui, mais un quoi. »« Un quoi ? Demanda le chevalier. »« Oui, dit Sam, un quoi ? La vie, l'énergie, l'univers, Dieu suivant le nom que tu lui donnes. » Le chevalier jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour regarder l'abîme insondable qu'il dominait. « Abandonne-toi, murmura Sam d'un ton pressant.
Le chevalier semblait ne plus avoir le choix. Il perdait ses forces à chaque instant, et là où il s'agrippait au rocher, le sang suintait maintenant du bout de ses doigts. Se croyant près de mourir, il s'abandonna et plongea dans la profondeur infinie de ses souvenirs. Il se souvint de tous les reproches adressés à sa mère, à son père, à ses professeurs, à sa femme, à son fils, à ses amis et à tous les autres. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans le vide, il abandonnait tous les jugements qu'il avait contre lui-même. Il tombait de plus en plus vite. Comme son esprit descendait dans son cœur, il fut pris de vertige. Puis, pour la première fois, il vit clairement, sans la juger ni l'excuser, l'existence qu'il avait menée. Il accepta alors l'entière responsabilité de sa vie, de l'influence que les autres avaient eue sur lui, des événements qui avaient contribué à le former. À partir de ce moment, il cessa de condamner ses erreurs et ses malheurs en les attribuant à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur à lui. La prise de conscience qu'il était la cause et non l'effet lui donna une sensation de puissance. Désormais, il était délivré de la peur. Un sentiment inhabituel de calme s'empara de lui et une chose étrange se produisit. Il se mit à tomber vers le haut. Oui, bien que la chose parût impossible, il tombait vers le haut, il sortait de l'abîme. En même temps, il se sentait toujours relié à ce qui était au plus profond de lui, au centre même de la terre. Il continua à tomber de plus en plus haut, conscient d'être relié à la fois au ciel et à la terre. Tout à coup, il cessa de tomber et se retrouva debout au sommet de la montagne. Il avait compris dans sa totalité l'inscription sur le rocher. Il avait abandonné tout ce qu'il redoutait, tout ce qu'il avait su et ce qu'il avait possédé. Sa volonté d'embrasser l'inconnu l'avait libéré. Maintenant, l'univers était à lui pour qu'il le connaisse et l'apprécie. Debout, au sommet de la montagne, il respira profondément. Un sentiment de bien-être l'envahit, l'enchantement de voir, d'entendre et de sentir l'univers qui l'entourait lui donna le vertige. Avant, la peur de l'inconnu émoussait ses sens, mais maintenant, il ressentait la moindre chose avec une clarté à couper le souffle. La chaleur du soleil de l'après-midi, le bruissement du doux air de la montagne, la beauté des formes et des couleurs de la nature dans un paysage s'étendant à perte de vue, le remplissaient d'un bonheur indicible. Son cœur débordait d'amour, pour lui, pour Juliette et Christophe, pour Merlin, pour Écureuil et Rebecca, et pour ce merveilleux univers tout entier. Écureuil et Rebecca virent le chevalier tomber à genoux pleurant de gratitude. « J'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées, pensa-t-il. Les larmes coulaient le long de ses joues, à travers sa barbe et jusque sur sa cuirasse. Comme elles venaient de son cœur, elles étaient extraordinairement chaudes et elles firent rapidement fondre le reste de son armure. » Le chevalier pleurait de joie. Plus jamais il ne revêtirait son armure pour galoper dans toutes les directions. Plus jamais les gens, en voyant le reflet brillant de l'acier, ne penseraient que le soleil se levait au nord ou se couchait à l'est. Il sourit à travers ses larmes, sans s'apercevoir qu'une lumière rayonnante, nouvelle, émanait de lui, une lumière beaucoup plus belle que son armure, dans son plus bel éclat, scintillante comme un ruisseau, brillante comme la lune, étincelante comme le soleil. Car le chevalier était le ruisseau, il était la lune, il était le soleil. Il pouvait être toutes ces choses en même temps et plus encore, car il ne faisait qu'un avec l'univers. Il était amour.